Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir avec nous l'écrivain et scientifique français, Monsieur Bill François. Notre entretien en ligne a lieu à l'occasion de la publication de son livre en grec qui s'intitule L'éloquence de la sardine. En Grèce, son livre est publié par les éditions Patakis. Laissez-moi vous présenter notre invité. Bill François est un scientifique spécialiste des animaux marins et orateur. Passionné par le monde marin, de pêche et de plongée, il étudie la physique à l'école normale supérieure, puis se consacre à la recherche sur l'hydrodynamique. Le fait de participer et de remporter des prix lors des concours de rhétorique lui fait découvrir un autre monde, celui des mots et de la littérature. Dans son livre L'éloquence de la sardine, Bill François partage son grand amour pour le monde sous-marin et transmet, à travers une histoire délicieuse et poétique, sa passion pour la préservation de la vie dans les océans. En outre, nous prenons conscience de son grand amour des mots et de son effort impressionnant pour relier le monde maritime à celui de la littérature, mais aussi à celui de la science. Cher Monsieur François, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment est née l'idée d'écrire ce livre? Quand avez-vous pris conscience de cet amour pour le secret du monde sous-marin? J'ai toujours aimé le monde sous-marin aussi loin que je m'en souvienne, mais l'idée d'écrire un livre est venue progressivement en avançant dans la vie et en découvrant toujours plus loin dans la mer qu'il y avait plein de choses incroyables à découvrir. Moi, je m'émerveille toujours à chaque fois que je suis au bord de l'eau. J'observe des choses nouvelles et c'est une découverte permanente que j'ai eu envie de partager aussi pour les enjeux de permettre aux gens de s'émerveiller pour mieux protéger le monde marin. Et ce rêve, il est devenu un projet quand j'ai eu la chance de participer à un concours de rhétorique à la télévision en France. Et comme j'ai gagné, ça m'a permis de rencontrer des éditeurs et de pouvoir évoquer ce projet et de lancer ce livre. Bon, votre livre combine des éléments de plusieurs genres. Il ressemble à un conte de fées, mais ce n'est pas exactement cela. Il mêle avec succès vos souvenirs d'enfance à des informations factuelles, scientifiques, historiques et littéraires. Il s'agit, pourrait-on dire, d'un récit hybride. Quelles sont ses principales caractéristiques? Oui, je pense que la principale caractéristique, c'est ça, c'est d'être un regroupement d'histoires, un petit peu comme des contes de fées, des histoires vraiment avec de la narration, parce que l'être humain est fait pour écouter des histoires et en raconter, et c'est la forme la plus rapidement et efficacement touchante pour transmettre des idées. Je trouve que c'est très important, et c'est aussi d'être un récit hybride, comme vous dites, qui mélange à la fois des éléments documentaires, factuels, sur de la science, sur de l'histoire naturelle, c'est-à-dire le lien entre l'histoire de l'homme et des autres espèces, sur aussi des histoires vécues, des anecdotes personnelles, des souvenirs. Et je mélange tout ça parce que je pense que le public, il y a du public qui aime différentes choses, et comme ça permet aux gens de pouvoir goûter à tout en même temps. Et en France, on a une publicité pour des petits dés de fromage qui dit faire une salade, c'est comme raconter une belle histoire. Eh bien moi je pense que à l'inverse aussi, raconter une belle histoire, c'est comme faire une salade. On doit mélanger tous les différents ingrédients et il ne faut pas qu'il y ait juste des oignons ou juste de la feta ou des tomates. Il faut mélanger le tout pour que chaque personne y trouve les choses à son goût et faire découvrir à tout le monde une harmonie d'ensemble. Ok. J'ai l'impression que vous agissez comme un intermédiaire entre les poissons et les gens pour raconter les histoires des poissons et des gens. C'est vrai? Oui, c'est un peu ça que j'ai voulu faire. Les poissons ne parlent pas, enfin, ils communiquent beaucoup, et j'en parle dans mon livre, ils produisent des sons, mais c'est vrai qu'on a l'image que les poissons sont des animaux muets et on n'a pas tendance à les écouter, à s'y intéresser. Enfin, le grand public s'intéresse pas beaucoup aux poissons. Il y a eu quelques documentaires, mais dans les années 50-60 avec Cousteau. Et depuis, en fait, les connaissances, en général, la culture scientifique qu'on a en Europe sur les poissons n'a pas beaucoup évolué. Et alors, les images ont évolué. On peut maintenant, sur Instagram, en une fraction de seconde, observer des films merveilleux en HD
d'animaux extrêmement rares parce que la technique a beaucoup évolué là-dessus. Mais les connaissances qu'on en a, pas du tout. Et on a encore beaucoup de gens qui sont convaincus que les baleines, par exemple, sont des poissons, alors que c'est des mammifères marins. C'est juste un exemple. Et c'est pas très grave dans la façon dont on appréhende ce monde, mais c'est dommage parce que en savoir plus permet de s'émerveiller encore plus. Et c'est pour ça que j'ai voulu être un peu l'intermédiaire et raconter les histoires de ces poissons. Pas comme une leçon, mais plus comme des histoires qui font partie de la culture. Votre domaine de recherche scientifique est surtout l'hydrodynamique. Quel est le lien entre ces secteurs et les mondes marins? L'hydrodynamique, c'est la science qui étudie les mouvements des fluides, notamment l'eau. Et donc, comme le monde marin est plongé dans l'eau, il y a plein de liens parce que c'est les forces et les mouvements de l'eau gouvernent énormément de choses dans le monde aquatique. Il y a beaucoup de poissons qui vont nager en groupe ou communiquer grâce à des mouvements d'eau, qui vont utiliser les mouvements de l'eau pour détecter leur environnement, pour le comprendre. Les courants marins vont aussi modeler tout ce qui se passe à l'intérieur du monde aquatique. Le monde marin, c'est principalement un monde en 3 dimensions, en apesanteur, et qui dérive au gré des courants. Il y a quelques créatures qui sont fixées aux rochers, au fond de la mer, aux côtes, au rivage, mais la majeure partie de l'océan, c'est quand même ce qu'on appelle la zone pélagique et des animaux et des plantes qui bougent en permanence. Et donc, comprendre ces mouvements, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Vous écrivez dans votre livre que les espèces marines vous ont avant tout appris à parler. Quelles leçons d'élocution avez-vous tirées des créatures qui vivent dans la mer? Beaucoup de leçons à plusieurs niveaux. Déjà, moi, je suis quelqu'un de plutôt timide dans la vie et c'est vrai qu'avoir une passion et quelque chose dont on veut parler pour défendre une cause, pour partager un domaine comme ça méconnu, ça m'a beaucoup aidé à m'affirmer et à parler avec plus de confiance en moi. Parce que quand on parle de quelque chose qu'on connaît et pour lequel on a vraiment un but, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'en parler et parce qu'on a une raison d'en parler en fait, une légitimité et ça aide beaucoup. Ensuite, il y a beaucoup de leçons un petit peu symboliques aussi parce que quand on découvre le monde marin, on peut s'en inspirer de plein de façons et c'est vrai qu'il y a des créatures qui paraissent complètement muettes et qui en fait ont énormément de secrets. Il y a plein de moyens de communiquer dans la mer et rien que de comprendre ça, le fait que il y a un univers comme ça où il y a des moyens de communiquer qu'on n'imagine même pas. Par exemple, les poissons, ils peuvent communiquer avec des couleurs, avec des mouvements d'eau, avec des molécules chimiques, alors que nous, on communique que par des mots. Après, on peut faire ça sur WhatsApp, sur Internet, Zoom, en visio, en SMS, au téléphone, ou en se parlant, ou à la télé, ou sur un journal, ou un livre, mais on communique que par des mots. Les créatures marines, elles communiquent par plein de façons différentes, certaines qui se rapprochent presque d'avoir des mots, comme les baleines et les dauphins, mais aussi beaucoup de la chimie, donc des émotions, tout un langage différent. Donc ça permet, je pense, de comprendre que même nous, à notre échelle, on devrait exploiter un peu plus les autres moyens de communiquer, le regard, les silences, les émotions. C'est des choses qu'on fait un tout petit peu, mais qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il est toutefois impressionnant de constater l'importance de la couleur, de l'odeur et du son. Notre perception de la communication sous-marine se limite à l'impression qu'elle est silencieuse et peut-être monotone, le monde marin. Vous nous dites qu'il a la même vibration et la même éloquence, ou même plus forte que notre propre monde. C'est juste ou pas? Oui, je pense que c'est absolument juste pour plusieurs raisons. Déjà, rien qu'au niveau du son, dans la mer, le son, il se propage beaucoup mieux que dans l'air. En s'atténuant moins, on peut se faire entendre de beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Le son, il va plus vite et il est plus fort dans la mer que sur Terre, en fait. Donc, par exemple, des baleines, elles peuvent communiquer l'une avec l'autre à plus de 2000 km de distance.
Donc, en fait, on pourrait presque, si on était des baleines, se parler là de la France à la Grèce quasiment sans avoir besoin d'une application comme c'est le cas maintenant. Donc, ils peuvent communiquer à très grande distance, les animaux marins aussi beaucoup plus facilement, et puis par plein de moyens, comme vous disiez, la couleur, l'odeur, les vibrations de l'eau, etc. Et comme il y a des formes de vie très très variées et très nombreuses, c'est un véritable feu d'artifice de communication différente. Vous écrivez également qu'une intelligence collective émerge de l'ensemble des mouvements coordonnés de chaque sardine, par exemple. Est-ce que ces poissons sont vraiment si intelligents et organisés? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il émerge une sorte d'intelligence collective alors que c'est des êtres relativement simples au niveau de leur intelligence. C'est sûr qu'une sardine, c'est pas un poulpe ou un dauphin ou un être humain, ça va jamais faire des raisonnements complexes. Et pourtant, le mouvement collectif est optimisé et gagne des capacités plus importantes que les individus grâce au fait qu'il est constitué de plein d'individus. Et il utilise ça au mieux pour pour prendre des décisions, pour réagir aussi plus rapidement face à un prédateur, par exemple. Ce qu'on appelle l'effet de cascade quand un banc de poissons réagit face à un prédateur. Le banc est beaucoup plus rapide que les individus tout seuls. Et on comprend d'ailleurs pas vraiment complètement pourquoi, mais ils arrivent à être plus efficaces grâce au groupe. Et dans une autre histoire fascinante, vous évoquez la façon dont les humains, les aborigènes et d'autres pêcheurs de lièvre, si je me souviens bien, avaient développé une sorte de coopération avec les créatures marines pour atteindre certains objectifs communs en matière de pêche, par exemple. Existe-t-il une telle possibilité de communication entre des espèces aussi différentes? Oui, au cours de l'évolution des espèces et en général, et de l'humanité en particulier, il y a plusieurs espèces qui arrivent à plus ou moins communiquer entre elles. Alors, c'est pas des dialogues comme on fait nous, entre nous humains, mais l'humain avec l'animal, il y a eu pas mal de cas déjà des humains qui ont réussi à enseigner du langage à des animaux, notamment à des chiens qui connaissent des dizaines et des dizaines de mots différents, mais aussi des gorilles qui faisaient des véritables dialogue avec des humains dans lequel ils exprimaient même des émotions, des souvenirs. C'est assez impressionnant de se dire qu'un animal peut parler et exprimer des souvenirs. Après, avec les animaux marins, c'est vrai qu'il y a aussi des communications, surtout avec les cétacés, qui, au niveau de leur cerveau et de leur façon de vivre, se rapprochent beaucoup des êtres humains. Et donc, notamment les aborigènes qui communiquaient avec les orques pour chasser les baleines, et qui ensuite ont d'ailleurs transmis la technique à des colons anglais qui ont aussi perpétué un petit peu cette façon de faire en Australie pendant quelques décennies. Et c'est sûr qu'au niveau de certains peuples dont on a complètement perdu la mémoire parce qu'ils ont disparu, des peuples amazoniens, aborigènes, etc., il y avait sans doute des savoir-faire liés à la nature qui étaient complètement incroyables. Il y a des techniques de pêche qui nécessitaient d'apprivoiser certains poissons et que les gens faisaient. On a des preuves irréfutables, des explorateurs qui l'ont documenté à plusieurs endroits dans le globe sans se consulter, etc., et qu'on ne sait plus du tout faire aujourd'hui, et qui sans doute nécessitaient des savoir-faire, presque des pouvoirs de l'intelligence humaine, que du coup, pour l'instant, on a perdu. On a sans doute en nous, mais qu'on ne sait plus exploiter. Ah oui. Et vous décrivez également la vivacité de la vie sous-marine sous Paris. Existe-t-il vraiment comme un miroir de la ville des hommes, un autre Paris aquatique inconnu de nous? Oui, c'est sous Paris, mais c'est vrai de beaucoup de villes et beaucoup d'habitats naturels. En fait, dans l'eau, à l'abri des regards, il y a souvent tout un monde sauvage qui vit, notamment dans les fleuves qui traversent les grandes villes. Alors, par exemple Paris, mais c'est vrai aussi pour la Tamise à Londres ou pour toutes sortes de rivières et de fleuves. Et donc sous Paris, il y a énormément d'animaux aquatiques, il y a toute une biodiversité dans la Seine et dans les canaux et certains souterrains, où il y a une trentaine d'espèces de poissons qui vivent, des silures, c'est-à-dire des poissons-chats de plus de 2 mètres de long, il y a des écrevisses, des crabes, des crevettes, des méduses, toutes sortes de bancs de petits poissons, des brochets, des cormorans, etc. Et ça, enfin, toute une biodiversité parce que dans l'eau,
souvent c'est un des derniers espaces sauvages qui restent. Paradoxalement, même s'il y a beaucoup de problèmes de pollution, l'habitat de l'eau est resté sauvage. On reconnaît une sorte, disons, d'anthropomorphisme dans votre récit par rapport aux poissons. Vous interprétez parfois le comportement en termes humains. C'est juste... Alors j'essaye de le faire le moins possible parce que je pense que justement c'est un danger. C'est quelque chose qui fausse un peu notre rapport à l'animal, l'anthropomorphisme. Et quand c'est poussé à l'extrême, on a tendance à interpréter les animaux comme des êtres humains et souvent ça amène des choses complètement fausses. Les animaux n'ont pas du tout les mêmes perceptions, les mêmes façons de... Enfin, déjà, quand je dis les animaux, mais les animaux sont tous très très différents. On est des animaux parmi d'autres et chaque animal et même chaque créature vivante a des perceptions, des modes de pensée, de vie très très différents. Et donc l'anthropomorphisme, c'est quelque chose qu'il faut éviter si on veut vraiment comprendre le monde vivant, à mon avis. Mais pour transmettre quand même les histoires, il faut des personnages. Même si on raconte une histoire de physique ou de mathématiques, il va falloir qu'une fonction mathématique ou un atome en physique et un petit côté de personnage quand même, si on veut que l'histoire qu'on puisse l'interpréter en fait. Parce que malgré tout, on est obligé de faire de l'anthropomorphisme sur tout ce qu'il y a autour de nous, nous en tant qu'humains, parce que c'est notre façon de percevoir les choses et on ne peut pas percevoir autrement. Donc on est obligé même d'accorder aux objets, à tout ce qui nous entoure une certaine valeur spirituelle et un côté un petit peu humain. Donc il faut arriver à se positionner de la bonne manière pour que ce soit pas trop faux scientifiquement, mais que ça puisse aussi avoir un côté narratif intéressant et que les gens puissent suivre. Oui. Votre livre est un excellent exemple de la façon dont on peut combiner, mélanger la narration avec la science et les données scientifiques. Est-ce qu'une question qui vous préoccupe en général? Déjà, merci, je suis très content si vous avez trouvé ça, parce que c'est vrai que c'était l'objectif, en tout cas, de beaucoup de passages de mon livre, et c'est quelque chose d'important, je trouve. Alors, c'est vrai que le monde marin s'y prête assez bien. C'est plus facile de parler des animaux, à cause des raisons d'anthropomorphisme, justement, hein, parce que c'est concret, un animal, c'est un personnage tout de suite, facilement. On n'a pas beaucoup d'efforts d'imagination à fournir, tandis que si on parle des mathématiques, par exemple, c'est tout de suite un défi beaucoup plus important parce que c'est des choses plus abstraites. Mais il y a des gens qui y arrivent très bien, notamment chez vous, hein, quelques superbes livres que j'ai pu lire sur celui de la conjecture de Goldbach, notamment. Oui, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup pour plein de raisons, et surtout parce que je pense que la culture scientifique doit faire partie de la culture. Et la science est trop souvent utilisée juste comme quelque chose de scolaire, pour le système scolaire, pour en gros trier les élèves, les bons des mauvais élèves, et donc les riches des pauvres. Et donc c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent très mal, comme une sorte d'outil de sélection un peu artificiel et désagréable, et qui laisse des traces dans l'imaginaire des gens, alors que ça devrait juste être vu comme quelque chose de beau qui fait partie de la vie, au même titre que l'art, que la culture sur l'histoire de notre pays, que la culture sur, je sais pas, les actualités, la politique, les voyages, la nourriture. Enfin, c'est une culture aussi, la science. Et je pense que c'est très important du coup de diffuser cette culture au maximum par plein de moyens pour que ça devienne un divertissement, quelque chose d'agréable. Quel rapport unit sans fin l'univers de la littérature à celui de la mer? L'univers de la littérature est très lié à l'univers de la mer, c'est sûr, parce que la mer inspire beaucoup d'écrivains. Hein, c'est pas très original de dire ça, mais c'est vrai. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout que la mer inspire par plein d'aspects les écrivains. À la fois un aspect purement esthétique, un aspect symbolique aussi, le fait que ce soit quelque chose d'assez infini, de très très vaste, de très grand, de très puissant, qui nous dépasse encore un peu. Il n'y a plus beaucoup de choses qui nous dépassent aujourd'hui.
Avec la technologie, on a un peu tout maîtrisé. On maîtrise presque la météo, le climat, les animaux. Il y a plus d'espaces sauvages vraiment dangereux. Il y a la mer, par contre, ça nous dépasse encore un peu. C'est quelque chose qui impressionne encore. Et je pense que ça inspire beaucoup pour ça, mais aussi pour le côté naturel, sauvage, la biodiversité, aussi pour le côté nourricier de la mer, quelque chose qui nous apporte de la nourriture, qui est généreux. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça inspire les auteurs. Et ces dernières années, on constate un vif intérêt du monde dans certains milieux pour la nature et ses créatures. Êtes-vous optimiste quant à la possibilité de trouver une solution positive aux graves problèmes écologiques de la planète? Non. On a un philosophe français qui s'appelle Alain et qui dit le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. C'est-à-dire que le pessimisme, c'est une émotion. Et ça, c'est vrai que je l'ai, cette émotion, parce que quand on voit ce qui se passe par rapport à l'attitude des humains vis-à-vis de la planète, ça rend très pessimiste. Il n'y a aucun effort qui est fait parce qu'on est tous prisonniers d'une sorte de système qui fait que même avec beaucoup de bonnes idées, on a beaucoup de mal à changer notre mode de vie. Mais d'un autre côté, l'optimisme est de volonté, c'est-à-dire que si on veut être optimiste, on peut, et je pense qu'on n'a pas le choix. Donc oui, aussi, en même temps, je suis optimiste et je pense que dès qu'on prend des petites mesures, en tout cas on le voit sur le monde marin, les choses peuvent s'améliorer très rapidement. Et il suffit de prendre, parce que de toute façon, ils prennent que des petites mesures, hein, ils prennent très rarement des grandes mesures pour protéger les espèces marines, et même ces petites mesures parfois suffisent à sauver une espèce. Donc si on prenait des mesures moyennes, disons, eh bien ça pourrait suffire aussi, ça pourrait aider en tout cas beaucoup. Donc pour ça, je suis optimiste. Ok. Cher Monsieur François, je vous remercie beaucoup pour cette discussion très intéressante et j'espère que les lecteurs grecs aimeront votre livre autant que nous. Merci beaucoup. Merci à vous.